Cheikh Marianne de Hoïta, c'est le prix de la liberté. Merci, Cheikh Marianne de... Je considère ce livre comme la confession d'un prolétaire, d'un paysan sérère qui vit les pulsions de sa ruralité, qui observe un monde qui bouge, un monde en métamorphose, avec une recomposition géopolitique, géostratégique, et qui est inquiet par rapport à notre continent. Et cette inquiétude, je l'ai dit dans ce petit papier, me plonge dans un profond lyrisme. Je suis partagé entre afro-optimisme et afro-pessimisme. En faisant une relecture de ce livre de René Dumont, 1962, qui disait déjà que l'Afrique noire était mal partie. Il faut rappeler que René Dumont était un agronome qui a duré en Afrique, qui a pu observer les tendances en Afrique. Dans ses conclusions, il avait fait comprendre qu'il avait des pincements au cœur parce que les paysans africains étaient délaissés. Les terres africaines étaient délaissées. Qu'il n'y avait pas de stratégie agricole qui puisse nourrir l'Afrique et qui puisse permettre à l'Afrique, comme la théorie de Rostov, d'être industrialisée. Et concomitamment, déjà en son temps, la démographie progressait à pas de géant et continue à progresser. Et c'est pourquoi l'histoire lui a donné raison. Il faut qu'on lui dise. L'histoire lui a donné raison. Pourquoi l'histoire lui a donné raison? L'Afrique devient de plus en plus pauvre. Dans un monde polysegmentaire. J'ai utilisé d'ailleurs la métaphore, je n'y reviendrai pas, la métaphore de la lutte des classes. Hein, un monde polysegmenté, parce que 8% de la population détient 82% de la richesse mondiale. Les pauvres deviennent plus pauvres, parce que la pauvreté augmente chaque année en Afrique de 2% et même plus. Hein. Et recule de l'autre côté de 9,2%. Et le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de système ou de projet révolutionnaire qui puisse faire sortir l'Afrique de ce tournant. Et c'est ce qui justifie justement mes inquiétudes. Et c'est ça qui m'a poussé à poser ce débat-là sous forme d'introspection, pour qu'ensemble, nous puissions préconiser des solutions pendant qu'il y a encore temps. Parce que personne ne le fera à notre place. Il faudrait que nous, les Africains, que nous puissions prendre en charge ce débat-là. Comme le siècle des Lumières, ils ne sont pas restés chez eux, hein? Ils ont dénoncé les injustices sociales. J'en ai parlé dans le cadre du nouveau débat de la croissance, justice et inégalité, qui date d'Aristote et de Platon, qui parlaient de justice distributive pour lutter contre les inégalités les plus inacceptables. J'ai pensé à démontrer la situation de l'Afrique par rapport à la prospérité mondiale. Ma conclusion, je suis arrivé à un terme. Nous vivons une pathologie de la pauvreté intergénérationnelle. Alors, pour ne pas me faire prendre au mot, j'ai utilisé des outils scientifiques reconnus par tout le monde, c'est-à-dire par la Banque mondiale, par le Fonds monétaire, par le PNUD, le PIB par tête d'habitant et l'indice de développement humain, les indices composites. Alors, si nous prenons l'IDH, prenez l'IDH, 4 niveaux, très élevés, moyen, IDH faible.
tout à fait au fond, là, ici, nous ne voyons que les pays africains. Et nous sommes la lanterne rouge. C'est-à-dire, des indépendances jusqu'à nos jours, il y a un seuil, un Rubicon de prospérité que nous n'avons pas pu dépasser. Mais c'est grave. Et à l'intérieur du livre, vous allez voir que j'ai comparé 4 zones géographiques. L'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud. Nous avions les mêmes niveaux de développement en 1960. Je donne l'exemple du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de la Corée du Sud. Même niveau de PIB. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud s'est hissée au niveau des titans de l'économie mondiale. Et nous peinons à traverser un Rubicon dans certains secteurs de prospérité. Eh bien, c'est grave. Et j'ai l'impression que nous dormons sous nos lauriers. Et au-delà de ces indicateurs de performance, j'ai remis en cause les instruments de mesure de nos économies, de PIB. Alors, quand un instrument mesure la prospérité d'un pays et laisse de côté 60% de cette prospérité-là, il y a un biais. Parce que le PIB ne capte pas réellement les activités du secteur informel, qui par définition échappent à la comptabilité nationale. Et pourtant, c'est ce même secteur informel qu'on utilise pour faire du rebasing. Le rebasing n'est que une sorte de source, capter ce qu'on n'avait pas capté, l'ajouter sur le PIB, voilà, pour restaurer les équilibres macroéconomiques. Donc, quelque part, et je l'ai défendu à l'OCDE. Je l'ai défendu devant le groupe d'experts à l'OCDE. Ils étaient tous d'accord. Parce que j'ai dit, l'OCDE, vous avez conçu un instrument, Better Life Index. L'ONU a son instrument, même le Bhoutan, le petit pays qui s'appelle le Bhoutan, ne veut plus quantifier son économie avec le PIB. Et pourtant, ce PIB-là, c'est ce qu'on exalte pour nous dire vous avez une croissance dithyrambique. Et derrière cette croissance-là, la pauvreté augmente. J'ai l'impression que les gens qui apprécient cette croissance-là ne vont pas souvent vivre notre ruralité pour voir comment les paysans vivent. Moi, je suis président du conseil départemental. Je suis souvent en brousse pour voir ce qui se passe. Mais vous voyez des femmes qui se réveillent le matin de bonne heure dans des charrettes ou dans des ânes pour aller chercher de l'eau. Des jeunes garçons qui parcourent des kilomètres sans manger, je dis, pour aller à l'école. Des routes dégradées, sans eau, ni électricité. La salle d'accouchement des femmes qui meurent déjà à l'accouchement. C'est pourquoi j'ai remis encore en cause les instruments de mesure de la pauvreté. Pauvreté rapportée à une population déterminée, et la proportion d'individus dont le seuil est en deçà du seuil de pauvreté fixé pour une année fiscale déterminée. Alors, nous avons la typologie, plusieurs types de pauvreté, parce que la définition dépend, le calcul du taux dépend de la définition du seuil de pauvreté. Nous avons seuil de pauvreté absolu, alors c'est pour les pays en développement. En termes de calories, la Banque mondiale l'évalue à 2,5 $. Mais ce n'est pas que l'argent qui fait le bonheur. La pauvreté relative, c'est pour les pays développés. Revenu médian par unité de consommation, voilà, avant impôt. Par défaut, par consensus, les 60% pauvreté par défaut, les 40% pauvreté absolue. Alors, on a la typologie des pauvretés, le coefficient de Gini qui est acceptable d'ailleurs. Coefficient de Gini qui est acceptable. La courbe de l'éléphant par percentile, la pauvreté intégrée, la pauvreté marginale, etc. Finalement, la pauvreté, le calcul de pauvreté que j'ai retenu ici dans mon livre, la pauvreté multidimensionnelle de la Banque mondiale, qui prend en compte l'éducation, la santé, revenus exponentiels, revenus bruts,
par tête d'habitant, parité pouvoir d'achat. Et maintenant, tout ce qui est eau, électricité, même les toilettes améliorées. Vu sur cet angle-là, dans le monde, nous avons 1,5 milliard de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Et dans ces 1,5 milliard, les 60% sont en Afrique. Et vous allez voir que cette pauvreté multidimensionnelle-là réside dans des pays où il y a des matières premières. C'est un paradoxe. Il y a de quoi réfléchir. J'ai encore poussé mon analyse pour essayer de comprendre les facteurs explicatifs. Je fais fi du débat, parce que maintenant c'est un débat entre pauvreté, inégalité et croissance inclusive. Les experts n'acceptent plus la définition initiale de la lutte contre la rareté. Ils se penchent vers une croissance inclusive qui puisse prendre en compte la multidimensionnalité des besoins des populations. Et c'est ça qui est valable. J'ai essayé de voir en Afrique comment l'Afrique finançait la croissance. Comment l'Afrique luttait contre les inégalités. Charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai commencé par le Sénégal. Le premier budget du Sénégal en 1960, c'est de 19 milliards. 19 milliards de francs CFA. Pour 3 000 personnes. Alors, dans ce budget-là, il n'y a eu que 3 milliards consacrés aux Sénégalais. Pour l'éducation, pour la santé, l'eau, l'hydraulique villageoise, les routes, etc., etc. En moyenne, le président Senghor a consacré 901 francs par personne. Pendant 20 ans, 3 000 francs par personne. 3 000 francs. Pendant que la population augmente. C'est-à-dire que quand la population augmente, la demande augmente, la demande en infrastructure, éducation, santé, etc., etc., etc. Abdou Diouf, Abdou Diouf a fait 10 ans de Premier ministre. Pendant ses 19 ans de règne, a consacré 4 500 par personne. Là, j'ai parlé de notre économie orientée vers les exportations de matières premières sans perspective sérieuse d'industrialisation. Rien que des matières premières, sans perspective. Même on ne franchit pas les Rubicons de l'indice Durchmann ou de l'indice d'ubiquité. J'ai parlé de l'endettement. J'ai expliqué l'endettement depuis 1961. Et c'est intéressant parce que l'endettement m'a beaucoup intéressé dans nos débats au niveau du cercle des économistes français. Finalement, le président Jean-Hervé Lorenzi avait organisé une session spéciale. Pape Diogoy, je vous avais invité, vous étiez là-bas à Aix-en-Provence. Voilà, je l'ai narré ici, je l'ai expliqué ici, une session spéciale. Débattait de l'endettement. Auparavant, j'ai déjeuné avec mon amie, Madame Christine Lagarde, qui était déjà la patronne du Fonds monétaire. Je l'ai convaincue. J'ai dit, Christine, il faut que tu nous aides, nous, les Africains, à sortir de ce carcan de l'endettement. J'ai pu la convaincre avec des arguments forts. Il me dit, cher, organise ta conférence, je viendrai. J'ai tout raconté ici. J'ai demandé l'autorisation en son temps au président de la République, qui m'a répondu immédiatement. C'est dans ces conditions que j'avais organisé la première conférence africaine sur la dette. Malheureusement, je ne dirais pas malheureusement, quelque temps après, Madame Lagarde fut promue gouverneur de la Banque centrale européenne. Quand le songe vient, la personne qui va me remplacer viendra à Dakar présider. Et c'est pourquoi, rappelez-vous, le 2 décembre, Madame Christina Georgieva, qui est actuellement la patronne du Fonds monétaire, était venue ici pour cette conférence. Il y avait 10 chefs d'État présents et toutes les institutions présentes. L'importance pour moi, les débats, dans nos ateliers, les débats étaient clairs. Il fallait
trouver un substitut au consensus de Washington, où les Africains n'étaient pas présents, et qui était une doctrine de Hayek, toi qui aimes Hayek. Consensus de Washington, un jour, une parenthèse, c'est Hayek, Schumpeter et Milton Friedman. C'est ça, hein? Donc, ils ont expérimenté ces 10 commandements chez Hayek. Ça a marché. Ils sont revenus maintenant recruter en masse les Chicago Boys. Et Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont diffusé ça dans le monde. Ça a fait une grande bourrasque qui ont perdu beaucoup de pays africains avec les privatisations à outrance. On a privatisé un instrument. Oui, bien sûr. On a privatisé les chemins de fer. Regardez les chemins de fer du Sénégal qu'on a privatisé. L'ONCAD était un instrument de lutte contre la pauvreté, etc. Donc c'était ça. Il fallait trouver un substitut au consensus de Washington où les Africains n'étaient pas présents. Mais là, il y avait 10 chefs d'État. La discussion était franche. Et c'est là où j'ai apprécié quand même l'ouverture d'esprit des gens du Fonds monétaire. Ils sont ouverts d'esprit. Ils sont dans le rôle. Fonds monétaire, Banque mondiale, OCDE. Je suis allé une fois à l'OCDE. J'y reviendrai pour ces questions-là. Mais ils étaient d'accord. Les 7 paradigmes du consensus de Dakar étaient ça. Et ce sont les présidents de la République qui devaient diffuser ça, les ministres qui devaient l'entretenir. Au niveau de l'agenda 2063, ça devait être inscrit. Ça devait créer un bouleversement majeur. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Alors, j'ai proposé 12 points essentiels, 12 travaux de recul, qui, je pense, et scientifiques, pourraient aider l'Afrique à sortir de ce trou noir-là. Le premier niveau, c'est d'isoler les chocs négatifs externes qui influencent négativement nos économies. Quand le dollar augmente d'un seul point, ça se répercute sur le panier de la ménagère. Ça se répercute sur le stock de la dette. Ça se répercute sur l'eau. Ça se répercute sur l'électricité. Deuxième niveau, l'importation des produits agricoles. Ce sont des produits subventionnés qui tuent notre agriculture et qui hypothèquent notre perspective d'industrialisation. Au nom de quoi? Notre agriculture ne peut pas marcher à cause de ces produits subventionnés. La rémunération des matières premières, parce que chacun vend ses matières premières de son côté, etc., etc. Deuxième niveau, j'ai proposé le mécanisme africain de stabilité financière avec des objectifs précis. Ce mécanisme-là a fait ses preuves. J'en ai discuté avec... ces hypothèses-là ont été validées d'abord au niveau du cercle des économistes, validées par Mme Lagarde, validées par Jean-Claude Trichet qui avait participé à notre conférence ici. J'ai dit, mais écoutez, nous les Africains, nous devons au moins nous organiser en faisant une bonne relecture de l'histoire. Les questions, les problèmes que nous traversons aujourd'hui, les Européens et les Américains l'ont traversé depuis des siècles. Pourquoi le roi Guillaume d'Orange a inventé la banque, le trésor britannique en 1694? Parce qu'ils étaient en difficulté. Racheteur en dernier ressort, c'est-à-dire le trésor rachète toute la dette et rassure les créanciers pour lui dire que vous serez payés. C'est pourquoi en 1916, la dette de l'Angleterre dépassait 216% du PIB. En 1945, 300% du PIB. Et à chaque fois, l'Angleterre rebondit avec une croissance inclusive et qui prend en compte la multidimensionnalité des besoins. La France avait emboîté le pas à l'Angleterre en 1776 en créant sa caisse d'escompte dans les mêmes conditions. Le modèle américain est venu avec Alexander Hamilton. Les 13 colonies étaient endettées.
Donc, il fallait créer un instrument financier pour rembourser cette dette-là. C'est là où il a créé le Trésor américain, en mettant des taxes de douane et rembourser la dette mutualisée des 13 communes. La Réserve fédérale est née en 1913, qui a un rôle de propulsion de l'économie américaine, qui rachète les dettes, qui propulse. Ah. Le modèle américain est venu en Europe après le rapport Wagner, en 1971, qui a engendré une modification de la Banque de France, validée finalement par Maastricht. Ces mécanismes-là, ce qui est valable pour ces pays, devrait être valable pour les Africains. Regardez, il y a quelques jours, Fitch a dégradé la note de l'environnement bancaire. Parce que tout simplement, nous avons une pléthore de banques, 30 banques, qui ne prêtent pas d'argent au secteur privé, qui ne prêtent même pas d'argent à leurs clients, mais des banques carnivores qui vont dévorer toutes les obligations d'État. Alors, si l'État est en faillite, ça met en danger tout le secteur bancaire. C'est parce qu'il n'y a pas un mécanisme de surveillance, un mécanisme qui contraint ces banques-là à prêter de l'argent. Une banque doit être faite pour prêter de l'argent, pour financer l'économie. 30 banques, à quoi ça sert? Après ce mécanisme, j'ai proposé un système de garantie pour l'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Un système bien connu, qui était accepté. J'ai proposé une mutualisation des places financières. D'ailleurs, les experts de l'OCDE m'ont dit, si vous réussissez ça, vous allez réussir quelque chose que l'Europe, la France n'ont pas encore réussi, parce que vous aurez un seuil de capitalisation tel que ce sont les entreprises étrangères qui vont venir dans le circuit africain pour emprunter de l'argent. Une plateforme des investissements pour la relance de l'économie africaine, et ça, je l'avais discuté à l'OCDE, et les gens de l'Union africaine étaient d'accord. Voilà, ils étaient d'accord. Bon, et j'ai abordé la question de la démographie. C'est notre pur ennemi. En 1960, l'Afrique comptait une population de 283 millions de personnes. 2024, 1,5 milliard, 18% de la population, avec un taux de fécondité le plus élevé, 4,1. Le reste du monde, le monde, la population mondiale, croît à un rythme d'1%. Nous avons une fécondité de 4,1. Et c'est plus, hein, parce que moi, je vois ce qui se passe un peu dans nos villages. Ce ne sont pas les bons statistiques. Je suis à la lettre les naissances. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Vous rentrez dans une salle de classe, vous avez l'impression d'être devant un poulailler. Mais en plus, avec des abris provisoires, des abris sans abri, des abris provisoires. Et la théorie, elle est simple. Hein. Quand on ne maîtrise pas sa démographie, ça influence négativement sur la croissance. Et c'est ce qui justifie un peu notre retard. Hein. Vous prenez, vous allez voir les zones que j'ai comparées. Afrique subsaharienne, Amérique latine, Asie du Sud, Asie de l'Est. Eux, ils ont réglé le problème de dividendes démographiques, de transition démographique. Parce que pour parler de dividendes démographiques, on parle d'abord de transition démographique. Tant que ce problème-là n'est pas réglé, on ne sortirait pas de cette pauvreté, de cette pathologie de la pauvreté multidimensionnelle. Donc, il faudrait un ciblage sérieux des politiques publiques qui tiennent compte de ces menaces, de ces faiblesses de nos économies. C'est pourquoi on aura beau investir des milliards, des indépendances en nos jours, on a investi plus que le plan Marshall. À quoi ça va servir? Rien du tout. La pauvreté continue à galoper, à augmenter. Et j'ai analysé un peu l'influence
justement de la population jeune sur le changement de pouvoir en Afrique. Les 12 élections présidentielles. Vous allez voir la courbe. Le Parti socialiste a fait 40 ans. Vous allez voir un peu comment le PDS commençait avec sa population jeune à grignoter des parts de marché. PDS 12 ans. Comment Macky Sall est sorti. Pastef, après 12 ans, comment ils sont sortis. Et là, il y a une explication scientifique. C'est clair. Maintenant, c'est une question de cycle, cyclique. Le cycle de Kondratiev ne peut plus exister. Kondratiev, vous le connaissez, oui, le cycle de Kondratiev, on ne peut plus parler de cycle de Kondratiev dans le monde. Ce n'est pas possible. 40 ans, ce n'est plus possible. Je pense que le dernier, c'était en Syrie. Pas possible. On parle maintenant des cycles de Jiglar. Jiglar entre 10 et 12 ans, avec un cycle d'ajustement de Simon Kaznet, le Nobel de Simon Kaznet, qui a beaucoup travaillé sur les inégalités, qui définit la croissance comme la capacité à fournir à une population en croissance permanente une quantité suffisante de biens et de services par tête d'habitant à travers la révolution technologique et le changement des institutions. Et pour boxer parmi la cour des grands, il faut que le revenu par tête d'habitant puisse augmenter de 15% chaque 10 ans, en s'appuyant sur l'urbanisation, en s'appuyant sur l'agriculture et en s'appuyant sur l'industrie. C'est pourquoi il faut que les tenants du pouvoir fassent très attention à ces réalités des cycles. Qu'est-ce qui influence les cycles? La démographie. Qu'est-ce qui influence les cycles? La qualité de la démocratie. Parce que finalement, la démocratie, sa faiblesse, c'est un laisser-aller où, voilà, tout le monde se lève. L'autre menace, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces histoires de TikTok, etc., qui absorbent 99,99% le temps des jeunes qui ne lisent plus, qui ne regardent plus la télévision, etc. Et finalement, ils ont un comportement moutonnier. Il y a un pays récemment qui a interdit TikTok. Donc, après cela, j'ai pensé à une réalité, la réalité des BRICS. Je me suis amusé à faire des calculs. Les BRICS ont une contribution sur la croissance mondiale de plus de 50%. Alors, les BRICS associés à l'Afrique, c'est une recomposition géopolitique et géostratégique. Pure, dure. Et j'ai pensé à Bandung, la noblesse de la conférence de Bandung en 1955. Des pays qui avaient refusé d'entrer dans cette guerre des blocs, les non-alignés, avec des leaders charismatiques, de Nehru, Gamal Abdel Nasser, etc., etc. Et le Japon fut le seul pays industrialisé à être présent. Il ne s'est pas caché. Bourguiba avec son discours, au moins eux, ils savaient ce qu'ils voulaient. Et cette conférence-là avait aidé certains pays à obtenir l'indépendance, librement. C'est pourquoi, quand je suis allé à Accra le 29 avril 2025, j'ai dédié ce livre à Kwame Nkrumah, un grand monsieur. Un grand monsieur, je suis allé sous sa tombe me recueillir, c'est là, c'est le 29 avril dernier, pour lui dire que la flamme qu'il a allumée, évidemment, ne s'est jamais éteinte. Elle scintille toujours dans le cœur des Africains, lumière sacrée qui éclaire la nuit sombre d'Afrique et guide les pas de ses filles et de ses fils vers l'unité, la liberté et la prospérité. Il faut que la mémoire de ces grands hommes soit sauvegardée. Nous sommes en temps de leadership. Il n'y aura plus des individualités. Comment voulez-vous accepter que les conflits
africains se règlent en dehors de notre continent. C'est honteux. Et en dessous, on sent le cannibalisme de nos matières premières. Nos chefs d'État sont là pour s'entretuer entre eux. Mesdames et messieurs, je pense que l'heure est grave. Chacun de nous doit faire une propre introspection. Et j'ai dit, la prospérité africaine viendra de la territorialisation des politiques publiques. C'est le point de saluer. Et j'ai salué la noblesse du discours du président Henri Truman en 1948, qu'il avait constaté la disparité entre les pays pauvres et les pays développés. Et dans son discours, il avait proposé à ce qu'on remédie à cette situation-là. Et c'est là où est né les postulats du dialogue Nord-Sud. Ce postulat-là qui a fait naître de grandes théories de territorialisation de Boulerville, de Hayek, etc. Mais c'est des théories que nous avons connues. Mais il nous faut une politique de territorialisation adaptée à nos réalités africaines. Il nous faut construire un nouvel homme africain, Homo africanus, un nouveau homme sénégalais.